effectivement, vous savez qu'aujourd'hui, dans ce rapport, il y a beaucoup de critiques. D'abord, le fait qu'un grand pays comme la France se retrouve classé parmi les pays qui réforment le moins, comparé à un autre pays comme la Sierra Leone, qui sort à peine de la guerre, il y a polémique. Le fait aussi que la flexibilité du travail, entendez l'absence de syndicats, l'absence des libertés syndicales, l'absence des acquis sociaux, soit élevée en critères favorisants, soulève aussi une polémique. Certainement, le Sénégal, c'est un pays de tradition syndicale, c'est un pays où les forces ouvrières sont très vives depuis les années 60. Donc, c'est un pays où il est très difficile d'être bien classé sur le critère flexibilité du travail, parce que c'est à travers ce critère qu'on essaye de voir est-ce que le pays est syndiqué ou non. Bon, cela dit, il y a certainement une vérité dans ce rapport qui tient à l'équilibre entre la liberté de se syndiquer et aussi la productivité qui est liée au fait qu'une entreprise, un investisseur qui arrive dans un pays, il a avant tout besoin de réaliser des performances, de créer des richesses et de dégager des profits. Donc la syndication, oui. La flexibilité du travail, oui, pourvu qu'il y ait un équilibre. Mais le problème justement qui se pose au Sénégal aujourd'hui, c'est un manque de productivité. On dit qu'au Sénégal, les travailleurs, ils peuvent aller au bureau, rester de 8 heures jusqu'à 22 heures des fois, sans produire ce qu'un Chinois fait en 2 heures. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, tous nos pays sont engagés justement sur des plans émergence. Quand vous regardez le Gabon, je pense que c'est 2025, le Cameroun c'est 2035, le Sénégal parle d'ici 2017 déjà de tirer profit d'une certaine émergence. Mais le vrai problème de tous les pays d'Afrique subsaharienne, à mon avis, se trouve dans la productivité. C'est-à-dire, non seulement les coûts de facteurs sont élevés, et vous savez, l'accès à l'électricité n'est pas très aisé dans nos pays. De même, les coûts de la main-d'œuvre sont aussi très élevés. C'est lié certainement au fait qu'il y a un absentéisme qui est très élevé, mais aussi, à mon avis, au fait que dans nos pays, les infrastructures ne sont pas très développées, les infrastructures de transport notamment. Est-ce que justement, il n'y a pas un problème beaucoup plus profond que ça? Est-ce que nous, le modèle de développement qu'on s'est imposé, il épouse nos réalités sociales et culturelles? Alors là on revient à une question classique. Est-ce que l'Afrique a fait les bons choix? Est-ce que nous ne sommes pas, depuis les années 60, dans une sorte de leurre? C'est-à-dire, on a d'une part les pays qui sont producteurs de ressources ou exportateurs de pétrole et de minerais, qui sont en train d'extraire les minerais, d'extraire le brut et de l'exporter sans aucune transformation. C'est-à-dire ce sont des pays comme par exemple l'Angola, le Gabon, l'Algérie qui sont en train d'exporter des matières, leurs richesses, sans aucune transformation, donc sans création d'emplois, sans valeur ajoutée. Et d'autre part, nous avons des pays comme le Sénégal qui malheureusement ne disposent pas assez de ressources et qui sont dans des modèles un petit peu fixes, classiques, mais c'est-à-dire des modèles où il n'y a pas beaucoup d'innovation, où il n'y a pas beaucoup d'audace par rapport aux réalités socio-culturelles du Sénégal. Vous savez, le Sénégal aujourd'hui, je pense, c'est un grand producteur d'arachides, c'est un grand producteur aussi de certaines denrées, mais ces denrées ne sont pas exploitées. Et en même temps, quand on voit le sort du mil, puisque nous étions un pays d'abord consommateur de mil, et du jour au lendemain, on a switché pour aller vers le riz. Et conséquence, aujourd'hui, nous importons 80% de nos besoins en riz, alors que nous n'étions pas, dans les années 50 par exemple, un grand consommateur de riz. Il y a une perversion qui fait que nous payons une lourde facture d'importation. Mais justement, là c'est un grand débat par rapport à l'agriculture. Le gouvernement dit que l'agriculture c'est son cheval de bataille, c'est la clé du développement du Sénégal. On a vu l'appel du président de la République Macky Sall dans son champ demander à tous les Sénégalais que chacun aille cultiver son champ familial. Est-ce que vous pensez que la clé de la lutte contre la malnutrition, la faim et l'autosuffisance alimentaire passe par là? Le président Macky Sall a raison. Un pays comme le Sénégal, et c'est le cas aussi dans un autre comme le Mali, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'en sortir sans une stratégie claire pour l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Vous savez qu'en 2007-2008, il a suffi que la tonne de riz passe de 400 à 1000 $ pour qu'il y ait des émeutes de la faim, pour que nos trésors qui étaient déjà très épuisés soient très tendus au point que
on était en rupture. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas, je pense que le Sénégal doit dépasser les stades du débat pour l'agriculture. C'est la seule option possible, à mon avis, pour d'une part, non seulement produire nos besoins, mais aussi absorber cette main-d'œuvre qui est là au chômage, pour aussi lutter contre l'exode rural, pour aussi utiliser et valoriser des ressources que nous avons à portée de main. Je parle de l'eau. Le Sénégal, c'est un pays qui a beaucoup de nappes souterraines, qui a des cours d'eau, et c'est un pays aussi où le coût de l'irrigation n'est pas très élevé comparé à d'autres pays du sud-est asiatique, des pays qui pèsent aujourd'hui lourd dans le marché mondial des céréales. Vous parlez tantôt de riz. On a vu le typhon qui a atteint les Philippines. Les Philippines, c'est un pays exportateur et grand consommateur de riz. Est-ce qu'aujourd'hui, si la tendance se poursuit avec la Chine de plus en plus qui stocke, avec le Vietnam qui stocke, on ne peut pas justement revivre cette même situation? C'est vrai, le typhon a touché, comme on a vu, les Philippines. Le bilan provisoire parle de 10 000 morts. Il y a eu aussi des dégâts au Vietnam, en Chine. En fait, c'est le cercle des pays grands consommateurs et grands producteurs de riz qui a été touché. Donc on pourrait s'attendre dans les semaines et les mois à venir à une tension sur le marché du riz. Même si les grandeurs objectives, c'est-à-dire les récoltes, les prévisions de la FAO, montrent plutôt qu'on se dirige vers un équilibre des prix, une certaine stabilité. Ceci dit, n'oublions pas que nos pays importateurs, qui sont les pays africains, nous sommes des marchés spot, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de prévisibilité sur nos besoins futurs. On ne stocke pas. Ce n'est pas par exemple comme la Chine qui aujourd'hui est en train de constituer des stocks géants. Ce n'est pas aussi comme le cas des Philippines. Vous savez que la Philippine fait partie des responsables de la crise de 2007 avec des achats massifs sur le riz. Donc nous devons rester très vigilants parce que ce qui est arrivé aujourd'hui aura des répercussions très fortes, non seulement sur le riz, mais sur un certain nombre de matières premières. C'est là le gros problème. Vous avez signé un article retentissant en disant que les importations de riz en Afrique, c'est un gros scandale. Pourquoi? C'est un gros scandale parce que tout simplement, aujourd'hui, qu'est-ce que la Banque mondiale nous dit? Que les terres arables, c'est le réservoir des terres arables, c'est en Afrique. Les grandes réserves hydriques sont en Afrique. La population la plus jeune au monde, c'est en Afrique. Alors, comment pouvez-vous avoir tant de réserves en eau, tant de réserves en terres arables et une population relativement jeune, c'est-à-dire où il y a une main-d'œuvre quand même qui est abondante? Comment pouvez-vous avoir tous ces facteurs et rester dépendant par rapport à votre propre consommation? Nous sommes le seul pays au monde, la seule région au monde où il y a une telle dépendance par rapport à l'extérieur. L'Afrique importe 10 millions de tonnes par an. Le Sénégal fait partie du top 10 des plus grands importateurs de riz. Et on en parle, malheureusement, on est dans le diagnostic, on en parle depuis pas mal d'années. Il y a eu beaucoup de plans qui ont été lancés au Sénégal, mais aussi au Mali, au Nigeria. Aujourd'hui, il faudrait peut-être, avec l'expérience qui a été accumulée, avec l'expertise qui s'est constituée, il faudrait voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans tous ces plans. Est-ce que ce qui n'a pas marché, c'est parce que le riz importé dans nos pays, il y a beaucoup d'intermédiaires qui vivent de cette manne financière, qui n'ont pas de rizerie, qui n'ont rien du tout, ils importent, ils revendent. Est-ce que ce n'est pas les intermédiaires qui font qu'aujourd'hui, que nos pays connaissent des tensions, des hausses du prix? Oui, vous savez, le problème dans ce que nous avons dit et ce que nous avons constaté sur le Sénégal, c'est qu'il y a une très longue chaîne d'intermédiation. Parce que vous savez que la plupart de ceux qui importent réellement le riz, c'est des traders qui sont à Genève. Ce sont des traders qui ont des moyens financiers colossaux. Ce ne sont pas leurs propres fonds ou mannes financières qu'ils utilisent, mais ils sont souvent soutenus par de grandes banques, par de grandes maisons d'assurance. Donc, ce sont aussi des traders qui ont des options sur ces pays producteurs de riz qui font ce qu'on appelle les préfinancements. Ce sont des traders qui sont soutenus par les hedge funds, c'est-à-dire des fonds de couverture. Donc, c'est un ensemble d'écosystèmes qui importent le riz et qui l'achemine même avec des moyens physiques, des navires jusqu'au large de nos pays, avec des ports de débarquement optionnels. Donc tout ça, c'est des instruments financiers complexes.
Et une fois au large de nos ports, avec leurs calculs qui sont faits d'avance, ils contactent les importateurs ou les grossistes, ce qu'on appelle les importateurs au Sénégal ou dans d'autres pays. Et ce sont ces grossistes qui, avec leurs banques locales, à l'aide d'instruments comme les lettres de crédit, vont via des tiers détenteurs, parce que les marchandises sont placées dans une propriété provisoire à des tiers détenteurs qui travaillent pour ceux qui importent réellement. Donc via ces tiers détenteurs, ils arrivent, ils prennent les cargaisons dont ils ont besoin, ils les dédouanent, ils les transfèrent à d'autres intervenants. C'est ainsi jusqu'à la chaîne finale, c'est-à-dire jusqu'au détaillant, au boutiquier du coin. Donc c'est une longue chaîne, et dans cette longue chaîne, il n'y a pas de transformation. Donc il n'y a pas de valeur ajoutée qui a été créée. Mais par contre, il y a des marges. Donc quand le Sénégal ou un autre pays essaye de baisser le cours du riz en forçant les grossistes sénégalais et les détaillants à vendre moins cher, à mon avis, ils oublient une chose, c'est que la partie la plus longue de cette chaîne, elle n'est pas concernée par ces politiques que l'État entreprend pour protéger le consommateur. Si l'État veut vraiment lutter contre cela, à notre humble avis, il faudrait qu'à l'amont, qu'il y ait de vraies politiques d'État, c'est-à-dire qu'un pays comme le Sénégal puisse lui-même, soit par appel d'offres, soit directement être importateur, importer du riz, ou faire de la prévision, jouer sur les stocks, ses besoins futurs, et même peut-être avec ces besoins futurs, il est possible de lever des fonds, et il est possible en tout cas de sortir de cet étau qui étouffe aujourd'hui le consommateur sénégalais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens aussi de briser cette chaîne en favorisant la production locale du riz? Quand on voit par exemple la vallée des fleuves Sénégal, 270 000 hectares qu'on peut exploiter, la Nambé entre autres, est-ce que la politique ne devait pas commencer par ça? Vous savez que l'État sénégalais a entrepris depuis quand même pas mal d'années une politique qui vise à faire justement de cette vallée du fleuve Sénégal un réservoir pour la production d'une denrée aussi essentielle comme le riz. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, comme par exemple des subventions sur les engrais. Il y a eu des mesures comme la mécanisation agricole. Mais aujourd'hui, le problème de cette vallée, c'est que nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas atteint le seuil de production industrielle proprement dite. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des catalyseurs qui poussent les paysans à se regrouper. Aujourd'hui, nous sommes encore dans des productions très familiales, très fragmentaires. Donc, il n'y a pas une masse critique qui puisse permettre à ces productions sénégalaises d'être très compétitives, aussi bien sur le marché local que sur le marché international. On est encore aujourd'hui entre la société ou la production vivrière et la production industrielle. Mais nous n'avons pas atteint des stratégies de masse. Pourtant, le CNCR a sorti un rapport en disant que le Sénégal fait partie, pratiquement, c'est le deuxième pays producteur de riz en termes de rendement à l'hectare. Écoutez, les rendements, les conditions naturelles du Sénégal font que c'est un pays où les rendements sont effectivement élevés, comparé aux pays de l'Asie du Sud-Est. Vous savez que quand vous avez pratiquement l'eau à fleur de terre, si je puis me permettre, quand vous avez des terres aussi de si bonne qualité, vous ne pouvez pas ne pas être très rentable à l'hectare. Mais le problème, c'est une question de production, d'économie d'échelle, de production en masse. Et aussi, c'est une question de maîtrise de toute la filière. Puisque vous avez la production, mais juste derrière la production, vous avez la transformation. Or, aujourd'hui, est-ce qu'en termes de transformation, c'est-à-dire là, on parle directement d'électricité, parce que c'est l'un des coûts les plus importants dans la transformation du riz. Est-ce qu'il y a une stratégie de maîtrise des coûts de transformation du riz? Est-ce qu'aujourd'hui, après la transformation du riz, on ne parle pas de la main-d'œuvre, on ne parle pas d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a la maîtrise du circuit juste après la transformation, l'acheminement au marché? Donc il y a un ensemble de questions qui n'ont pas été abordées dans les politiques passées mises jusque-là. Mais c'est là le paradoxe aujourd'hui. On parle en Afrique, surtout au Sénégal, d'électricité.
Mais pourtant, on a le soleil 365 jours sur 365. Le solaire est devenu pratiquement aujourd'hui une option pratiquement mondiale. Mais le Sénégal a le soleil, mais il n'arrive pas à s'éclairer. Effectivement, pourtant il y a le soleil, c'est une alternative, c'est une source alternative, mais même aujourd'hui dans les pays développés, le soleil ne peut entrer que 20 à 30% dans les logiques industrielles de ces pays-là. Donc nous, peut-être, ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Nous devons, à mon avis, maîtriser d'abord les coûts de production de l'électricité classique, et ce n'est pas le cas parce que quand on voit aujourd'hui que le kilowattheure au Sénégal et en Afrique de l'Ouest est l'un des plus chers aussi au monde, quand on voit aussi les délestages, quand on voit tous ces coûts induits, il est très difficile de penser et faire une agriculture très compétitive à l'échelle internationale. La transformation reste l'un des facteurs de faiblesse de notre agriculture, que ce soit le riz ou bien d'autres denrées. On nous parle souvent des mangues qui pourrissent en rase campagne. Il y a un vrai problème au niveau de la transformation, parce qu'il y a eu des saisons où le Sénégal a enregistré des productions records. Mais ces productions, souvent, au lieu de venir enrichir les paysans, ils les appauvrissent parce que c'est des productions qui pourrissent à même le sol. Mais est-ce que la solution, c'est de créer des usines de transformation sur place, là où sont les paysans, aller les trouver sur place, mettre là-bas des usines à Matam, à Pout, avec les mangues qui sont là-bas, les fruits, à Casamance, pour que les gens puissent produire et transformer les fruits sur place? La solution est dans la rationalité économique, la solution est dans une démarche d'ensemble. Le Sénégal a besoin de maîtriser les coûts de facteurs. Vous savez que dans le rapport Doing Business, il est question de tous ces éléments-là. Il est question par exemple du raccordement à l'électricité. Il est question de l'attente de l'investisseur devant un guichet. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin des réformes d'ensemble pour permettre à des investisseurs potentiels de venir investir. L'agriculture, elle est attractive, mais peut-être il y a quelques réformes à faire pour attirer encore des investisseurs, pour les pousser à Pout ou dans d'autres régions à venir s'intéresser aux potentialités locales, à transformer la production locale et à enrichir in fine les producteurs et à mettre à la disposition du consommateur des produits de qualité. Vous parlez tantôt de l'environnement des affaires. L'une des choses qui rebute pratiquement la plupart des investisseurs, c'est la corruption qui s'est installée dans ce pays. Au Sénégal, pratiquement de toute l'échelle est corruptogène ou bien corruptible. Les gens demandent de l'argent pour un petit papier dans une administration, ça c'est un problème. Vous savez que la corruption, en général, justement, parmi les problèmes qu'on soulève souvent en Afrique, c'est la corruption. Mais la corruption, on ne peut parler que de la perception de la corruption, compte tenu que ce n'est pas une grandeur objective. Mais le problème de la corruption c'est d'abord une conséquence. C'est une conséquence d'une situation, c'est une conséquence d'une pauvreté. Et chasser, comme disent les Chinois, chasser la pauvreté, la corruption va avec. On ne peut pas aujourd'hui être dans l'analyse de la corruption. Oui, parce que les proportions sont tellement énormes dans nos pays qu'on ne comprend pas. Vous savez, oui, les proportions sont énormes, mais c'est une conséquence. La corruption, ce n'est pas la cause. La corruption est une conséquence de la pauvreté. Aujourd'hui, le vrai problème, le vrai facteur qui fait qu'aujourd'hui, les Sénégalais ou l'administration sénégalaise est perçue comme corrompue, c'est que tout simplement, il y a des réformes qui n'ont pas été faites. Peut-être il n'y a pas un raccourcissement de l'attente pour la création d'une entreprise, il n'y a pas une clarification des démarches à faire pour avoir un compteur électrique, il n'y a pas une clarification des démarches à faire pour bénéficier d'incitations fiscales. Si tout cela c'est clair et c'est véhiculé à travers une information efficiente, les acteurs et les agents seront suffisamment bien informés pour ne pas être tentés par passer par des raccourcis. Parce que la corruption, c'est lié aussi à l'absence de l'information, à une opacité. Donc, c'est des réformes dont il s'agit. Mais est-ce que l'une des réformes passe par la dématérialisation des opérations? Par exemple, il y a des pays où, quand vous venez, tout est informatisé. C'est par ordinateur que ça passe. Donc, il n'y a pas d'argent qu'on donne.
Écoutez, je vous renvoie aujourd'hui aux frontières sénégalaises. Il y a la douane a entrepris un vaste programme de dématérialisation avec le système Gayandé, avec aussi à travers d'autres. Voilà, exactement. Mais est-ce que cela a réduit la corruption? C'est peut-être une enquête à faire pour les journalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de dématérialiser le dédouanement, on est arrivé à une situation de zéro corruption? Il me semble ça peut réduire au moins la proportion. Alors, moi, je suis ceux qui pensent que la corruption, malheureusement, reste dans le domaine de la perception. Je suis ceux qui pensent qu'il faut d'abord, il faut absolument lutter contre les lourdeurs administratives, contre la bureaucratie, c'est-à-dire il faut poser des actes mesurables. Et les actes mesurables, c'est qu'on peut réduire les lourdeurs administratives, on peut réduire les longues files d'attente devant les guichets, on peut faciliter la tâche aux entreprises, on peut clarifier les actes de transmission de droits de propriété. Ce sont là les goulots d'étranglement. C'est là où il y a souvent de la corruption. On peut aussi faciliter le temps de transit, c'est-à-dire le temps de dédouanement d'un conteneur dans les ports. Tout cela, en le faisant, on va améliorer la rapidité de traitement des dossiers, on va améliorer leur transparence. Mais la corruption en elle-même n'est que la conséquence d'un ensemble de facteurs. Mais est-ce que justement nos administrations sont à la hauteur des enjeux pour nos pays? Alors, nos administrations font partie de nos réalités. Et nos administrations sont le reflet un peu de nos réalités sociales. Le vrai problème, c'est que est-ce qu'aujourd'hui nous travaillons dans une démarche concertée, dans un partenariat public-privé, pour essayer de réduire les lourdeurs qui font que le Sénégal, malgré des efforts immenses, passe encore aujourd'hui comme un pays où il est difficile d'investir. Parce que qu'est-ce que le rapport Doing Business montre aux investisseurs? Il montre aux investisseurs le pays où il faut investir. Or, aujourd'hui, quand on voit le classement, on a l'impression que le Sénégal n'a pas fait suffisamment d'efforts. On a l'impression que le Sénégal a reculé. Pourtant, sur les faits, sur peut-être des enquêtes plus qualitatives que le Doing Business, qui est c'est une enquête très quantitative. Finalement, c'est un sondage, c'est une photographie qui ne rend pas compte des efforts réels qui ont été entrepris réellement par un pays comme le Sénégal, mais en allant avec d'une démarche concertée, en essayant d'impliquer le patronat, en essayant d'impliquer les investisseurs, en essayant d'impliquer les syndicats, on pourrait peut-être parvenir à de meilleurs résultats. On parlait tantôt de partenariat, on a vu que la Chine a décidé d'octroyer ou de mettre en place un fonds de 20 000 milliards de dollars pour l'Afrique. La polémique a infléchi au Sénégal quand on a dit qu'on devait construire une autoroute Thiès-Touba. Les Chinois viennent avec pratiquement des constructions clés en main et qu'il y a un problème entre la procédure chinoise et le code des marchés au Sénégal. C'est clair, à partir du moment que les Chinois, quand ils viennent au Sénégal avec leurs solutions clés en main, et avec leurs procédures à eux, si ces procédures n'épousent pas les règles sénégalaises, il y a forcément problème. Quand les Chinois iront dans un autre pays, développé ou pas, ils devront se plier aux règles de ce pays. Au Sénégal, il y a une option qui est irréversible, à mon avis, pour la transparence des marchés, pour la compétition, pour tout ce qui concerne la commande publique. Or, il est vrai que les Chinois, comme d'ailleurs pas mal de nos partenaires, quand ils débloquent des crédits ou ils mettent en place des lignes de crédit, souvent c'est des aides à l'export. C'est pour pousser leurs entreprises à prendre des marchés au Sénégal et chez nous. Ce que le Sénégal doit faire vis-à-vis de tous ses partenaires, parce qu'il y a les Chinois, il y a les Turcs, il y a les Maghrébins, il y a les Français, il y a les Américains. Le Sénégal doit essayer de clarifier ses priorités, de mettre en place une échelle de ses priorités. Parce que nous ne devons pas aller ou construire des routes selon l'agenda de nos partenaires. Nous devrons avoir un plan, une stratégie, et à partir de cette stratégie, à partir de notre vision qui est souveraine, attirer des partenaires,
attirer des partenariats entre entreprises chinoises et entreprises sénégalaises, créer des joint ventures, susciter la transformation sur place de certaines matières ou bien le transfert de savoir-faire, le transfert de technologie. Mais est-ce qu'on peut parler de souveraineté pour un pays, pour son budget, obligé d'aller sur le marché international ou bien d'attendre pratiquement la moitié de son budget des bailleurs de fonds? On ne peut pas parler de souveraineté quand un pays dépend pour 60% de l'aide internationale. C'est aberrant de parler de souveraineté quand même pour financer ces élections, on a besoin de l'apport extérieur. Vous savez que le cas le plus peut-être emblématique, c'est celui du Mali. Aujourd'hui, le Mali, tout le monde s'est écrié, oui, les Français, ils viennent chez nous, ils nous dictent leurs lois. Mais comment est financé le budget d'un pays comme le Mali? Comment sont financées les élections au Mali? On parle souvent d'ingérence, on dit halte à l'ingérence, mais comment sont financés nos budgets? Comment est financé le budget de l'Union africaine? Il y a une chose, c'est de dire, oui, nous sommes contre l'ingérence étrangère. Nous sommes souverains. Mais il y a autre chose, c'est de dire... Il faut se donner les moyens d'être souverain. Ouais, la souveraineté, c'est des moyens. La souveraineté, c'est une responsabilité. Et la responsabilité, elle est conséquente. On ne peut pas parler de responsabilité dans le discours à Addis Abeba et une fois de retour au pays, demander de l'aide internationale pour construire ne serait-ce qu'un petit hôpital de province. On assiste à une compétition féroce entre les Chinois, les Français et de façon générale les Occidentaux pour la conquête de l'Afrique, entre guillemets. On a l'impression aujourd'hui d'être retourné dans ce qu'on appelle une sorte de néocolonialisme économique, même si les gens parlent de mondialisation. La mondialisation, c'est peut-être l'autre façon de dire pudiquement le néocolonialisme. Le Sénat français a sorti 70 mesures pour 10 priorités en Afrique. Clairement, le Sénat français dit qu'il faut reconquérir l'Afrique et bouter les Chinois dehors. Oui, vous savez, il y a aujourd'hui une compétition féroce entre, d'une part, les anciennes puissances tutélaires de l'Afrique, entre la France, la Grande-Bretagne et par extension les États-Unis d'Amérique, et d'autre part les puissances émergentes. Vous avez parlé de la Chine, il y a aussi l'Inde, il y a aussi le Brésil, il y a la Turquie, et peut-être demain ou aujourd'hui même, il y a tous les pays des BRICS. Or, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous, Africains? Encore une fois, il ne s'agit pas de vouloir changer de maître. Il ne s'agit pas de dire, ah oui, on préfère les Chinois, c'est beaucoup plus moderne, c'est dans l'air du temps, on préfère les Chinois aux Européens. Non, l'Afrique doit aujourd'hui, et c'est une occasion historique, l'Afrique doit lui-même renégocier ses rapports avec ses voisins, avec ses partenaires. Il ne s'agit pas aussi de se refermer sur un panafricanisme comme celui qu'on a vu de 1960 à maintenant, c'est-à-dire un panafricanisme où il y a de la consistance dans les idées, mais dans la réalité, dans le financement de ce panafricanisme, il y a réticence. Il s'agit aujourd'hui de redéfinir ces rapports et l'Afrique ne doit plus être objet de son histoire. Et spectateur de son histoire, l'Afrique doit être sujet. C'est de tout cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous sommes dans un moment historique où l'Afrique passe d'objet à sujet. Mais dans tous les pays où ces genres de choses sont faites, il y a un leadership, il y a l'élite qui a montré la bonne voie. Est-ce que l'élite africaine est consciente aujourd'hui que c'est le temps de l'Afrique? Est-ce qu'elle a pris la pleine mesure des enjeux? Alors justement, l'élite africaine se retrouve aujourd'hui pressée, triturée de part et d'autre entre ces puissances émergentes, ces puissances traditionnelles. Aujourd'hui, il y a un vrai problème que d'autres ne voudraient pas parler, c'est l'élite africaine. Qu'est-ce que l'élite africaine aujourd'hui? Avons-nous réellement une élite africaine au sens classique du terme? Parce que le mot élite, celui qui dirige son peuple, ce n'est pas celui qui dirige le peuple, c'est celui qui dirige son peuple. Or, en Afrique, nous avons une élite qui est déconnectée par rapport aux réalités africaines. Vous savez, M. Diop, quand vous êtes le leader et que vous avez votre compte en banque, vous avez vos enfants, vous avez vos maisons, vous avez votre épargne, vous avez votre assurance logée à l'étranger, il est très difficile de dire de vous que vous êtes le leader de ce peuple. Vous venez diriger peut-être pour un mandat, pour un salaire, pour un temps bien déterminé, et ensuite vous retournez là où vous venez, même si vous êtes africain.
Donc il y a un vrai problème, il y a un écart entre l'élite et les Africains. Est-ce que cette élite, elle vit la réalité que les Africains vivent? Est-ce que cette élite, elle prend les trains? Est-ce qu'elle prend les moyens de transport qui sont en Afrique? Est-ce qu'elle est sujette aux problèmes vécus par les Africains? Il faudrait du leadership, mais pour qu'il y ait un leadership qui est efficace, il faut qu'il y ait un leadership qui est proche du peuple, qui vive les problèmes du peuple. Et on ne peut pas parler de leadership si on agit en expatrié en Afrique. Étant même africain, il y a des leaders qui sont, à mon avis, des expatriés. Ce sont des leaders inconséquents. C'est des leaders qui sont là pour un temps, pour un mandat, pour s'enrichir, prendre de l'argent et retourner ailleurs. Vous donnez raison à Ahmed Alidien qui disait que l'élite africaine, c'est le premier représentant de l'extérieur dans leur propre pays. Vous savez, il y a quelques années, nous avions, au terme d'une petite réflexion, parlé du complexe ou du mythe de Tarzan. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en Afrique un mythe, c'est le mythe de Tarzan. C'est-à-dire qu'on ne croit pas en nous-mêmes. On croit encore, peut-être c'est les 500 ans de domination qui font que l'Africain a perdu tous ses repères, a perdu foi en lui-même. Quand vous avez aujourd'hui nos élites ou nos classes dirigeantes, quand vous avez les étudiants qui sont africains, l'aspiration c'est quoi? C'est à se transformer en modèle. C'est-à-dire c'est de créer, c'est de se transformer dans le modèle occidental, de se réaliser dans ce modèle. Et le modèle, c'est l'Occident. Aujourd'hui, à force de suivre ce modèle, nous sommes, même si on se dit toujours africains, on a quand même ce mythe de Tarzan qui fait que nous croyons beaucoup plus aux autres, à ce qui est importé. Nous croyons beaucoup plus aux idées importées, aux solutions importées qu'en nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour refaire cette nouvelle Afrique dont vous parlez? Alors, cette nouvelle Afrique, elle a besoin d'abord de réalisme. Elle a besoin d'une prise en main par elle-même de ses propres problèmes. Vous savez que les ajustements, les politiques d'ajustement structurel firent un échec cuisant. De 1980 à 2000, on nous a administré des remèdes de cheval qui n'ont servi à rien, sauf à nous appauvrir. De 2000 à maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de suivre une tendance qui est mondiale. On parle de taux de croissance mirifique, mais ce taux de croissance, ce n'est que les produits des exportations nés de la demande chinoise ou bien de la demande dans notre pays émergent. Or, en nous-mêmes, aujourd'hui en Afrique, est-ce que nous sommes en train de nous transformer, de transformer nos économies? Donc, pour sortir de cette domination mentale, parce qu'aujourd'hui c'est l'esclavage mental qui persiste, c'est ce mythe de Tarzan. Pour sortir de ça, il faudrait absolument que l'Afrique commence à se transformer en elle-même. C'est-à-dire qu'il y ait une transformation de nos ressources sur place. Et cette transformation ne peut se faire sans une prise de conscience. Vous parlez tantôt d'ajustement structurel. On a vu que la Banque mondiale et les FMI ont joué un grand rôle en imposant ces plans aux pays africains. Mais on a l'impression que c'est le plan qui se poursuit, peut-être sous un autre nom. Quand bien même la Banque mondiale a reconnu ses erreurs, quand bien même il y a eu une sorte de mea culpa, effectivement, il y a une administration qui se poursuit. Nous sommes toujours administrés parce que tous nos plans stratégiques, les documents de stratégie, les fameux documents de stratégie, d'ailleurs, il me semble que notre pays et d'autres sont en train de préparer des programmes qui seront soumis au Club de Paris. Donc, nous ne sommes pas sortis encore de cette dépendance. L'Afrique ne croit pas en elle-même. Vous savez, si l'Asie du Sud-Est s'est développée, ce n'est pas avec des plans stratégiques de la Banque mondiale. Tous ces pays ont refusé ces plans. Tous ces pays ont entrepris des réformes en profondeur. Ils ont en fait refusé ces plans, mais attention, ils ne vont pas contre l'évidence. Et il y a des réformes à faire, il faut les faire. Aujourd'hui, si refuser ces plans, c'est de dire non, nous n'avons pas besoin de réformes, on se trompe, on a besoin de réformes. Évidemment, la masse salariale explose dans les pays d'Afrique subsaharienne. Évidemment, on n'est pas compétitif. Évidemment, nos infrastructures ne sont pas bonnes. On a besoin de financement, on a besoin de milliards. On n'a pas besoin de millions, on a besoin de milliards de dollars. Et pour trouver des milliards de dollars pour un pays comme le Sénégal, qui a l'un des taux de concentration le plus élevé de cadres en Afrique, qui a des potentialités, une position géostratégique qui vaut de l'or,
pour ce pays-là, il est possible de lever des milliards. Mais il faut sortir de cette vision très réductrice du Sénégal. Le Sénégal n'est pas en précaré. Le Sénégal n'est pas un département. Le Sénégal, c'est un grand pays. Il faut croire en cela. En y croyant, je suis sûr que le Sénégal trouvera le moyen d'être ce grand pays qu'il attend. Est-ce que le Sénégal n'est pas enfermé justement dans ces schémas Banque mondiale et FMI? Parce qu'il y a beaucoup d'analystes qui disent que la Banque mondiale, au fond, même si elle vient avec ses plans, c'est une banque qui cherche de l'argent pour faire du profit. La Banque mondiale a réussi quelque chose d'extraordinaire après la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, il y a eu le plan Marshall. C'est d'aider quand même les pays d'Europe à revenir vers la prospérité perdue durant la guerre. Mais là, en Afrique, elle se comporte comme une banque. En Afrique et en Asie, jusqu'à présent, il n'y a pas une expérience de développement réussie initiée par la Banque mondiale. Vous savez, avant le printemps arabe, on vantait le régime, la Banque mondiale, le Doing Business, vantait des régimes comme celui de Ben Ali, qui était très bien classé. Moubarak était l'un des meilleurs classés dans le Doing Business. Parce que tout simplement, il y a une idéologie libérale, voire ultra-libérale, qui fait que ces pays ne notent pas la démocratie. Donc, il n'y a pas une notation sur les évolutions sociales des pays. Donc, la Banque mondiale n'a jamais réussi à tirer un pays de la pauvreté. On ne l'a pas vu. On l'a pas vu. Donc, il est temps. Par contre, on a vu des leaders qui ont réussi ce pari. Par exemple, le docteur Tun Mahathir de la Malaisie. Il a réussi quand même en l'espace d'une génération à faire de son pays l'un des pays les plus prospères dans sa région. À côté, Thomas Sankara était sur la bonne voie, semble-t-il. Alors, il y a des erreurs. Vous savez qu'à chaque leader, son époque. Thomas Sankara, dans les années 80, était peut-être une nécessité historique. Qu'est-ce qu'a fait Thomas Sankara? Il a réaffirmé les aspirations des jeunesses africaines, du peuple africain. Parce que non, je dirais que son combat transcendait le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, en 2013, nous avons besoin d'aller au-delà de Thomas Sankara, au-delà de Patrice Lumumba. Nous ne devons pas être dans la stratégie du martyr. Aujourd'hui, nous avons besoin de solutions réalistes et efficaces. Nous avons besoin de transformer nos mangues, de transformer notre riz, de transformer notre potentiel et d'échanger avec le monde à de meilleurs prix, à un juste prix. Nous avons besoin de créer des richesses au Sénégal, de créer des emplois. Donc tout cela peut se faire dans des relations très apaisées avec nos partenaires traditionnels. Vous savez, le problème, ce n'est pas la France. Le problème, ce n'est pas la Chine. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Est-ce que nous croyons en nous? Est-ce que nous avons des plans, des programmes où il y a une dose de patriotisme? Est-ce que nous avons des programmes que nous avons faits et qui sont destinés à nous développer? Mais pourtant, l'Afrique, vous l'avez dit, le Sénégal a beaucoup de potentialités. On dit aujourd'hui que les services, le Sénégal est en pointe par rapport à l'Internet, par rapport à la téléphonie mobile. Dans les villages les plus reculés, chaque Sénégalais a un téléphone portable. Et pourtant, quand on regarde bien, l'argent que puissent ces multinationales au Sénégal ne sert pas carrément au développement du pays. Vous savez, le Sénégal, dans le domaine des télécommunications, la très belle success story, c'est Orange, c'est la privatisation. Je pense quand même que les actionnaires d'Orange ont gagné depuis la fin des années 90, beaucoup en termes de dividendes, beaucoup en termes de retour sur l'investissement. Maintenant, est-ce que le peuple sénégalais, est-ce que le peuple ou le consommateur sénégalais a gagné dans Orange? Il me semble que oui, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une explosion de la téléphonie au Sénégal. Maintenant, il ne faut pas qu'on soit simplement des consommateurs. Je dirais que le Sénégal a gagné quand on me dira qu'il y a un transfert de technologie de la part d'Orange, qu'il y a des composants qui sont montés au Sénégal. Il y a un savoir-faire dont les Sénégalais se sont appropriés. Et encore une fois là, peut-être dans le contrat ou bien dans l'accord de privatisation, il n'y avait pas eu des clauses qui permettaient justement ce genre de transfert. Vous savez que dans le monde, il y a jusqu'à aujourd'hui un vrai problème, c'est la technologie. La technologie, elle était concentrée sur un seul bloc,
c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis. Aujourd'hui, elles se démocratisent. Vous voyez des pays comme la Chine, comme l'Iran, comme le Brésil, qui sont en train d'acquérir leur propre technologie. Donc, le développement ne peut pas se faire sans cela. Mais est-ce que justement, l'État du Sénégal, dans les contrats qu'ils doivent signer avec les sociétés étrangères qui viennent s'installer chez nous, il faudrait inclure la clause qu'on appelle de joint venture? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a entendu le Premier ministre Aminata Touré dire qu'il doit passer l'Assemblée nationale sur le joint venture. Mais bon, c'est le contenu, qu'est-ce qu'on va mettre dans le joint venture? Oui, depuis, c'est encore un vieux débat. Depuis les années 60, un pays comme l'Algérie, par exemple, impose systématiquement des clauses dans les contrats signés avec les firmes étrangères. Aujourd'hui, on voit ce pays, à l'instar de tous les autres, tous les pays arabes le faisaient en général, mais ces pays n'ont pas pour autant réussi ce transfert de technologie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, le transfert de technologie est un mouvement d'ensemble. Il faudrait que d'abord que les conditions soient créées sur place, c'est-à-dire l'éducation. Il y a un élan vers l'amélioration de l'éducation, de la formation. Il y a un élan vers aussi pour l'État dans la maîtrise de la négociation des contrats, parce que vous savez, quand vous dites oui, on vous impose le transfert de technologie, il faudrait encore que vous puissiez vraiment l'imposer dans les faits, c'est-à-dire que vous ayez les moyens de l'imposer techniquement et intellectuellement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on voit un pays producteur de pétrole comme l'Angola ou bien comme la Mauritanie voisine, on peut dire une chose, est-ce que ces pays maîtrisent leur production? Non, parce que même la quantité de pétrole extraite, elle est fixée par qui? Par la multinationale, pas par la compagnie étatique. Donc il y a quand même un vrai problème, c'est la maîtrise. C'est un problème de technologie, c'est un problème de formation. Il y a un gap à combler à ce niveau-là. Il y a un autre problème qui est posé par beaucoup d'intellectuels qui disent qu'aujourd'hui les multinationales ne payent pas souvent les taxes et les impôts à la hauteur de l'argent qu'ils gagnent. Oui, il y a eu un rapport qui est sorti en 2009, c'est African Vision Mining, qui est sorti à Addis Abeba, qui disait que les États africains sont quand le revenu tiré des mines pour les États africains augmenté de 6%, cela a augmenté de 60% pour les compagnies minières. Donc les compagnies minières sont les seules gagnantes du partage peu équitable qui a été fait. Par exemple, sur la production de l'or, les royalties dépassent rarement... Il y a l'exemple de l'or de Sabodala. Par exemple, dans l'or, par exemple, les contrats sont très défavorables à nos États. Maintenant, comment faire? Est-ce qu'il faut tenter le rapport de force? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème de compétence pour nos États, de manque de gérer l'intérêt national, ou bien un problème même de défendre les intérêts des Sénégalais par rapport à ces contrats bien précis? En fait c'est un problème de décolonisation d'abord, parce que c'est des contrats hérités. Il y a eu une série de réformes ces dernières années. Déjà entre les années 90 et 2000, il y a eu des réformes qui visaient à inciter davantage les compagnies à revenir, parce que vous savez que dans ces périodes-là, les cours avaient énormément baissé, donc les investissements étaient devenus peu rentables pour les multinationales. Donc on a fait des révisions des codes miniers pour pousser les investisseurs à revenir. Et aujourd'hui, on a installé des super-taxes qui sont des variables en fonction des profits réalisés. Par exemple, il y a des pays comme le Zimbabwe, il y a des pays même comme le Botswana qui imposent à des multinationales de payer, au-delà d'un certain niveau de profit, de payer une surtaxe. Mais le vrai problème, c'est justement, est-ce que nous maîtrisons nos richesses? Est-ce que nous pouvons les évaluer quantitativement? Est-ce que nous avons les moyens et les compétences de l'évaluer, de caractériser? Parce que c'est là le problème. Il y a des pays aujourd'hui qui essayent de titritiser leurs mines
de titritiser les recettes futures qui sont les recettes futures sur leurs mines, c'est-à-dire d'émettre des papiers en bourse, de lever de l'argent et pour essayer de transformer leur production. Alors ces pays-là, ou bien cette manière de faire, la titritisation, etc. et tout, avec une émission qui est liée aux produits futurs, cela permet à l'État de garder, d'être encore propriétaire de la mine. Mais or, aujourd'hui, on est en train de faire des transferts, de donner nos immenses richesses à des multinationales qui ne vont pas forcément travailler pour l'Afrique. Il y a le cas de la RDC où on a vu une firme suisse vendre pratiquement la quasi-totalité des richesses d'une région à une autre multinationale sans que l'État congolais soit invité dans les négociations. Mais tantôt vous posiez un débat assez intéressant, c'est par rapport à l'éducation et la formation. Est-ce que justement c'est par là le problème de notre pays? L'éducation ne va pas bien, la formation est biaisée. Est-ce qu'on n'arrive pas sur le marché international pratiquement handicapé? Alors, parmi les handicaps, il y a l'éducation et la formation, c'est vrai. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, quand on voit un aspect de ces exploitations minières, quand on voit les juniors minières, qu'est-ce qu'une junior minière? C'est en général, pour caricaturiser, c'est un étudiant ou un groupe d'étudiants en général qui viennent en Afrique, au Cameroun ou dans d'autres pays, chercher des permis miniers, obtenir des permis miniers, utiliser leurs connaissances acquises en géologie pour essayer avec les investissements, quelques investissements très rudimentaires, essayer de cartographier, d'évaluer les ressources d'une région et puis passer la main à des grands groupes. Aujourd'hui, est-ce qu'en Afrique, nous avons, parmi les étudiants ou les jeunes qui sortent des écoles des mines, est-ce que nous avons la possibilité de pousser ces jeunes vers ce secteur-là? Parce que l'Afrique est le premier continent en termes de richesse minière, mais quand on voit les jeunes ou bien les juniors minières, il n'y a pas de compagnies africaines. Il n'y a pas de grandes compagnies minières africaines encore détenues par les Africains. Pardon. Donc, il y a un vrai problème. Il y a la formation, il y a l'éducation, mais aussi il y a la souveraineté. Vous savez que la vraie souveraineté, elle n'est pas politique, elle est économique. Aujourd'hui, Adama, si on vous disait de faire le diagnostic de l'économie sénégalaise, oui, il y a une nouvelle alternance qui est là. Beaucoup de Sénégalais disent que le pays ne bouge pas, que ça ne marche pas. Quel diagnostic en faites-vous? Alors, je pense que quand même, il y a une nouvelle équipe qui est là. Mais c'est une nouvelle équipe qui a hérité d'une situation quasiment désespérée sur le plan des équilibres macroéconomiques, sur le plan de la trésorerie publique et sur le plan aussi, et ça peut-être ce n'est pas seulement l'ancien régime, mais c'est un processus qui s'est poursuivi à travers les ans, sur le plan de la productivité. On dit qu'il y a souvent du chômage au Sénégal, mais est-ce que réellement il y a aujourd'hui encore une envie de travailler? Parce que quand on voit nos campagnes, elles sont vides. Il y a une bonne pluviométrie, les champs sont en friche. Aujourd'hui à Dakar, il est très difficile de trouver un bon plombier. Il est très difficile de trouver un ouvrier qualifié. Il est très difficile, quand vous faites un sondage auprès des entreprises, de trouver encore des travailleurs qui sont motivés. Il y a un esprit de débrouillardise, c'est-à-dire ce qu'on dit en Wolof, l'idjante khalis. Il y a cet esprit-là d'argent facile qui s'est emparé des esprits. Et ça, c'est très grave. Mais est-ce que justement, vous parlez des campagnes qui sont vides, est-ce que ce n'est pas l'État qui a la responsabilité de créer des conditions dans ces campagnes pour que les jeunes puissent aller travailler? C'est à la responsabilité de l'État. Moi, je ne crois pas à l'État gendarme avec un sifflet, comme le voudraient bien les ultralibéraux, dire que l'État doit se retirer de la sphère économique. L'État doit structurer son développement. L'État du Sénégal a la responsabilité historique de revitaliser nos campagnes, de revitaliser nos régions, de revitaliser nos communes rurales. Parce que quand on voit que 70% du chiffre d'affaires produit par les entreprises est concentré à Dakar, on se rend compte de cette centralisation étouffante et finalement improductive de l'économie sur une seule ville.
Il est temps qu'aujourd'hui que le Sénégal redevienne le Sénégal à la dimension du territoire national et qu'il y ait de la production économique à Tambacounda selon les potentialités de cette région. Il est temps qu'on revitalise notre nord où il y a des terres arables, où il y a la possibilité de nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique de l'Ouest peut être aujourd'hui servie en riz par la vallée du fleuve Sénégal. Donc il est temps aujourd'hui que les Sénégalais de Dakar aussi, parce que c'est eux qui dirigent finalement ce pays, il est temps que les Sénégalais de Dakar aillent à la reconnaissance, aillent à la rencontre du Sénégal des profondeurs. Moi je suis un représentant du Sénégal des profondeurs et je pense que pour que le pays se développe, il faudrait qu'il y ait une synergie entre ces régions et la capitale, Dakar. Mais le gros problème pour beaucoup de Sénégalais, c'est qu'on a fait le diagnostic de tout cela. L'action, la mise en œuvre, c'est ça qui pose problème. Le vrai problème du Sénégal, c'est un pays sans locomotive économique. Vous savez qu'un pays ne peut pas se développer sur une baguette magique avec l'aide étrangère seulement. Aujourd'hui au Sénégal, quand je regarde le Sénégal, je vois qu'il n'y a pas des vecteurs de transformation économique. Il n'y a pas des pôles forts. Il n'y a pas, par exemple, une banque sénégalaise. Une banque sénégalaise. L'espace. Il y a des banques étrangères qui font du bon travail, qui sont essentielles, mais le Sénégal a besoin d'un bras financier. Le Sénégal a besoin d'un tissu bancaire aussi sénégalais. Il faut qu'il y ait de l'ouverture, de la compétition. Mais il est aberrant de voir que des pays comme le Sénégal n'ont pas de banque sénégalaise. Il y a des privés sénégalais. On parle de la BNDA, c'est bien, c'est une bonne chose. La BNDE Ou la BNDE, excusez-moi. Mais il faudrait qu'il y ait un secteur privé fort. Et pour qu'il y ait un secteur privé fort, il faut un bras financier. On parle de la BNDE, comme vous l'avez dit, mais aussi derrière, est-ce qu'il y a aujourd'hui, pour les PME, PMI, des locomotives qui tirent les wagons? Est-ce qu'il y a de grands groupes sénégalais? Moi, je vois que les ICS ont été cédés, que de grands groupes de transformation, par exemple, d'huile ont été cédés. Donc, le Sénégal a perdu ses locomotives. Et il est très difficile de se développer sans cela, sauf si on se dit que c'est la fin de l'industrialisation. Nous entrons dans une ère heureuse de non-pollution, dans une ère heureuse de tourisme. Mais compte tenu des défis actuels du Sénégal, compte tenu du taux de chômage qui est très élevé, il me semble que l'industrie et l'agriculture sont essentielles encore pour 2 générations. Une question balancée à nos gouvernants par rapport à la gestion du pays. Merci Adama Wade d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM, le plateau de questions directes. Je rappelle qu'Adama Wade est directeur de publication du mensuel Financial Afrique, un mensuel qui s'occupe de la finance africaine. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci vous qui êtes devant votre fauteuil, de nous avoir suivis pour cette émission Questions directes. Merci, au revoir. Thank you.